On n'est pas sorti des rangs. Salut à tous, bienvenue à vous pour un nouvel épisode de On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler psychologie sociale et environnementale en se concentrant sur nos comportements face aux risques naturels. Le journal suisse Le Temps a publié une enquête de Pascaline Minet énumérant les incidents climatiques extrêmes que nous avons vécus durant l'été 2021. Je vais les citer: dômes de chaleur au Canada, canicules et feux de forêt en Grèce et Turquie, pluies diluviennes en Allemagne et en Belgique, précipitations et inondations en Chine, moussons dévastatrices en Inde, incendies en Sibérie, vagues de chaleur au Groenland. Voilà le listing alarmant fait dans cet article montrant la croissance constante des épisodes climatiques de plus en plus impactants pour notre planète et pour nous, ses habitants. Il y a une augmentation des catastrophes naturelles depuis 20 ans. Un article de France Inter parle d'une hausse de 232% de vagues de chaleur depuis 1999. Mais pourquoi les catastrophes augmentent ? Car notre société est davantage sujette aux aléas naturels, climatiques et anthropiques, et un aléa devient un risque jusqu'à devenir une catastrophe lorsqu'il se réalise. Mais comment freiner cette augmentation des risques ? Mais comment contrer le fait qu'un risque se transforme en catastrophe ? Comment agissons-nous actuellement et comment nous devons agir à l'avenir ? Nous allons parler des comportements face aux risques et plus particulièrement celui qu'on a sous les yeux, le changement climatique et ses multiples conséquences. Pour évoquer tout ça, je vais accueillir Karine Weiss, maître de conférences, professeure et chercheuse à l'Université de Nîmes en psychologie sociale et environnementale. Bonjour Karine. Bonjour. Déjà ravi de t'accueillir donc pour ce nouvel épisode. Je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Alors, je suis ravie aussi d'être ici aujourd'hui. Tu as déjà un peu répondu à la question. Qui je suis Karine Weiss, professeure en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nîmes, effectivement. Et bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en fait. Je fais ce métier parce que je me suis toujours intéressée à l'être humain, que je trouve assez fascinant. Il suffit de sortir dans la rue pour voir des comportements parfois qui nous étonnent et qui nous échappent. Et je trouve ça assez génial. Donc c'est ça qui m'a un peu guidée vers la psychologie et en particulier la psychologie sociale, qui s'intéresse à l'être humain dans son contexte social et la psychologie environnementale, le contexte environnemental plus large. Donc voilà, c'était un peu ce qui m'a guidée tout au long de ma vie professionnelle et qui m'amuse aussi en fait dans ce que je fais. Ok, merci Karine. Je suis désolé cette question, c'est vrai qu'elle rend mal à l'aise pas mal de mes invités. Je vais peut-être les changer. Non, c'est bien. Du coup, je vais embrayer sur ce que tu disais, donc la psychologie environnementale. Comment tu peux la définir ? Alors, c'est vrai que c'est un concept qui peut paraître un peu flou. Parce que psychologie et environnement, on a un peu de mal à voir ce que ça fait ensemble. Et ça, c'est pour la simple raison que pour la plupart des gens, la psychologie, c'est le psychologue dans son cabinet qui va essayer de guérir et qui va aider à guérir ou comprendre pourquoi on va pas bien. Alors qu'en fait, la psychologie couvre des champs beaucoup plus larges que ça. Et notamment, on peut s'intéresser aussi aux personnes qui vont bien, qui n'ont pas de problème particulier, parce que c'est la plus grande majorité des gens qui sont dans ce cas-là. Et donc, les différents domaines de la psychologie vont plutôt essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête des individus, comment on réagit, comment on fonctionne, essayer de comprendre surtout nos comportements et pour ça, mettre en lien notamment la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure et les comportements que l'on va mettre en œuvre. Et donc, la psychologie sociale et la psychologie environnementale sont dans ce champ-là, dans cette perspective-là. On essaye de comprendre justement pourquoi on agit ou pourquoi on n'agit pas et quels sont les éléments du contexte environnemental qui peut nous aider à comprendre ça. En fait, elle est souvent définie, cette psychologie environnementale, comme l'interaction entre les individus et leur environnement.
Interaction, ça veut dire que l'environnement peut avoir un impact sur nos comportements, mais en retour, on peut aussi changer notre environnement, on peut le modifier, on peut en faire quelque chose, on n'est pas passif. Et donc, c'est un peu ça qu'on va étudier en psychologie environnementale dans différents domaines. Et donc, tu as travaillé sur nos comportements, sur les comportements. Tu peux me parler un peu de tes travaux que tu as sur lesquels tu as pu participer et surtout, voilà, ceux qui sont en rapport un peu au comportement face aux risques qui sont face à nous. Alors effectivement, j'ai travaillé sur différents types de comportements. J'ai commencé mes recherches en faisant une thèse sur les relations interpersonnelles en situation extrême. Et donc là, c'est un peu spécifique. J'ai travaillé sur les bases polaires où j'ai étudié comment les individus en groupe, isolés et confinés, se comportaient, comment ils s'adaptaient à cette situation et en particulier comment, au sein du groupe, les relations interindividuelles pouvaient soit aider, soit au contraire freiner cette adaptation. Dans le même contexte, j'ai travaillé aussi sur les vols spatiaux habités, en tout cas sur les simulations de vols spatiaux habités, dont le projet Mars 500, qui visait à enfermer pendant 520 jours 8 personnes dans une simulation de navette spatiale qui était censée aller sur Mars, mais qui était restée à Moscou. Et donc là aussi, ce qui nous intéressait, c'était les comportements entre les 8 protagonistes, et puis on a mesuré tout au long de ces 500 jours le niveau de stress et essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait créer du stress ou au contraire aider à réguler ce stress. Et donc, à la suite de ça, cette relation entre le stress et le contexte m'a permis aussi de collaborer avec des collègues. À l'époque, j'étais à Paris, à l'Université Paris-Descartes. Donc, j'ai collaboré avec des collègues sur les questions du stress liées aux risques et aux risques majeurs en particulier. Et puis, petit à petit, j'ai un peu laissé tomber les environnements extrêmes pour poursuivre dans ce contexte-là des risques majeurs. Parce que ça me semblait plus utile à la société de travailler là-dessus plutôt que de travailler sur des situations qui ne concernent qu'un tout petit nombre de personnes. C'est quoi les risques majeurs, par exemple ? Alors, les risques majeurs, tout à l'heure, tu parlais de catastrophes naturelles. Donc, on a les catastrophes naturelles, comme les inondations, les cyclones, les tsunamis, les tremblements de terre, etc. Parmi les risques majeurs, il y a aussi les feux de forêt, et puis les catastrophes industrielles, par exemple, ou technologiques, qui font également partie des risques majeurs. On va parler de risques majeurs quand le risque est susceptible d'entraîner une catastrophe qui va toucher un grand nombre de personnes. Et nos comportements, ils vont avoir tendance à évoluer selon la catastrophe ? À évoluer, c'est-à-dire si on doit faire face à la catastrophe ou exact. En fonction du type de catastrophe ? Ouais, en fonction du type de catastrophe. Alors, effectivement, on va pas se comporter de la même façon face à une inondation et face à un événement technologique comme lors du Lubrizol, voilà, par exemple. Et c'est pas les mêmes choses qui sont demandées, on n'en aura pas la même compréhension. On n'en aura pas non plus la même perception parce qu'une inondation, elle va être considérée comme, d'ailleurs on parle de catastrophe naturelle, donc il n'y a pas forcément de responsable qui est directement mentionné pour cette catastrophe-là, même si finalement quand on fouille un peu on se rend compte que ces catastrophes, elles n'ont de naturel que l'impact, mais finalement, elles ont souvent des sources qui sont aussi anthropiques. Et alors que dans une catastrophe technologique, on peut désigner un coupable assez facilement. Et donc, ça va aussi changer la donne par rapport à notre perception du risque. Est-ce qu'il va y avoir des familles, par exemple, moi je m'y connais pas trop, mais est-ce qu'il va y avoir des familles de comportements, des groupes de comportements, des types de comportements qu'on va avoir, dont tu pourrais nous parler ? Alors, sur les comportements, soit... En gros, on peut dire soit on va suivre les consignes qui sont données au moment où il y a une alerte qui est donnée. Et pour cela, il faut que les consignes soient comprises, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on fait face, justement, quand on parle de protection face au risque. C'est que finalement, la plupart du temps, quand les gens se mettent en danger, c'est qu'ils n'ont pas bien compris soit ce qu'était l'événement en cours, soit ce qu'il fallait faire, quelles étaient les consignes à suivre. Donc ça, c'est un premier problème. Donc l'information, elle doit déjà venir aider dans ce contexte-là. Et puis l'autre problématique, c'est qu'est-ce que l'on veut protéger par rapport à cette catastrophe. Une des consignes, par exemple, par rapport aux inondations, c'est n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Puisque on les garde en sécurité à l'école, mais n'importe quel parent, la première chose qu'il va faire, c'est aller chercher son enfant à l'école. Donc, je l'ai vécu petit aux inondations de. Voilà.
Donc, il faut revoir aussi parfois ça, tout ça pour dire que certaines consignes ne sont pas adaptées, parce que finalement, si on sait que les personnes vont avoir tendance à aller chercher leur progéniture pour la protéger, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça et peut-être trouver une autre façon de réfléchir à ce comportement-là. Au lieu de ne pas interdire, mais proposer d'autres alternatives. Alors, j'ai pas forcément d'idée là-dessus, mais voilà, il y a d'autres choses qui ont été faites dans le même contexte, c'est de dire ne téléphonez pas en cas de risque majeur parce qu'on ne veut pas saturer les réseaux téléphoniques. Et donc, si on dit ne téléphonez pas, ça suffit pas. L'idée, c'est de donner l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyez plutôt des SMS à votre famille pour les rassurer, plutôt que de prendre le téléphone et de les appeler. Donc, l'idée, c'est ça, c'est trouver une alternative qui puisse permettre d'avoir un comportement qui soit moins dangereux, qui nous mette moins en danger. C'est vrai que nous, ici, on est à Nîmes, on est dans une terre qui est assez, par rapport aux inondations, c'est assez compliqué. Et du coup, l'État doit aussi jouer son rôle dans un côté pour anticiper nos comportements qu'on va avoir face à la catastrophe quand elle aura lieu. Complètement. L'État le fait déjà en fait. Il y a l'information préventive qui est mise en œuvre, qui a pas mal évolué ces dernières années parce qu'effectivement notamment sur les événements, sur les épisodes méditerranéens ou Cévenol, on a maintenant des consignes, donc des tableaux. On a peut-être vu ça avec des consignes que faire en cas d'épisode Cévenol ou d'épisode méditerranéen. Et donc des choses très concrètes, mettez-vous à l'abri, ne prenez pas votre voiture, etc. Donc on avance un peu sur des choses qui sont facilement compréhensibles, mais au-delà de cette information-là, il y a ce qu'on appelle aussi la culture du risque, où là on a encore du boulot en France. On a travaillé au printemps là avec une équipe de chercheurs pour le ministère de l'Environnement sur justement cette question de la culture du risque, comment l'améliorer. Et il y a des choses qui sont faites qui sont intéressantes mais qui restent très ponctuelles, qui sont pas généralisées à tout le territoire français. Et donc parmi les recommandations qu'on a faites, c'était justement de prendre exemple sur ces quelques innovations et d'essayer de les généraliser pour améliorer cette culture du risque, j'aime pas tellement le terme culture du risque, je préfère dire cette conscience du risque et faire en sorte que le risque soit pas forcément associé que à du négatif, mais aussi associé à des capacités d'action. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Qu'est-ce que je fais si j'habite dans une zone à risque et que je le sais? Et comment j'anticipe justement pour protéger mes biens, ma famille et moi-même? C'est quelque chose qu'on doit assimiler, je pense, dès l'enfance, non? Je pense. Alors oui, parmi les choses qui fonctionnent bien, il y a effectivement le fait de travailler avec les enfants. En particulier dans le milieu scolaire, c'est ce qui est fait aux Antilles, où la culture du risque est meilleure qu'ici, peut-être aussi parce que le risque est plus présent. On a le risque cyclonique, par exemple, les volcans, les tremblements de terre, enfin, il y a tous les risques. Ils ont tous les risques sont présents. Donc, il y a effectivement cette idée de s'habituer à parler du risque. On donne souvent l'exemple du Japon pour le tremblement de terre. Même si ça reste un peu fantasmé, parce que quand on voit les images au moment du grand tsunami de Fukushima, il y a eu beaucoup de comportements qui n'étaient pas forcément ceux attendus pour se mettre en sécurité. Mais malgré tout, effectivement, c'est des contextes dans lesquels les enfants ont été habitués, savent quoi faire, en parlent à la maison. Il n'y a pas de tabou, en fait, autour des risques. C'est que nous, en France, on n'a jamais... on fait pas beaucoup face à des très très grandes catastrophes, de plus en plus, c'est clair, parce que par rapport à notre urbanisation, bien sûr, on est beaucoup plus vulnérable qu'avant, mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture de faire attention à ça dès l'enfance. En tout cas, un peu à Nîmes, mais ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Mais même dans une région comme la nôtre, où on est assez soumis au risque inondation, en fait, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est que, effectivement, on peut se dire, on sait qu'en 1988, il y a eu des inondations vraiment catastrophiques qui ont fait beaucoup de morts, et aujourd'hui, on devrait se souvenir de ça. Donc, la mémoire du risque devrait entrer en ligne de compte, on devrait l'activer, etc. Le problème, c'est que entre 1988 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour... Alors, c'est un problème, oui et non. C'est bien d'avoir fait ces travaux pour limiter les conséquences des inondations. Mais du coup, les habitants vont se dire, maintenant, je suis protégé.
grâce à ces travaux. Donc, ce qui s'est passé en 88, ça peut plus se produire, en tout cas pas avec la même ampleur. Et finalement, on a un côté un peu pervers de ça, c'est le fait de se dire je suis en sécurité parce que à côté de chez moi, il y a des cadres d'eau, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bassins de rétention d'eau, et donc on va se sentir plus en sécurité. Alors que finalement, effectivement, on est peut-être plus en sécurité, mais les phénomènes sont de plus en plus importants, et donc on n'est pas à l'abri malgré les constructions qui ont pu être faites pour nous protéger des inondations. Tu as raison, Karine. Non, c'est que c'est fou. En fait, on se sent de suite beaucoup plus en sécurité depuis qu'ils ont mis toutes les infrastructures, alors que ça justifie pas forcément. Voilà, enfin, ça nous met pas totalement hors danger. C'est ça. On va rentrer un peu plus dans le détail. On va parler maintenant plus du changement climatique en termes du risque qui est sous nos yeux. On va se laisser le temps d'une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer ces sujets ensemble. Allez, à de suite. De noite e de dia você sempre se pergunta, quero uma resposta correta bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade, de onde vem a tal da sua singularidade. Agradeço o prêmio, o presente que ganhou, o sangue misturado tá correndo em sua veia, você constituído numa célula de amor, riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar, está escrito, tá no seu DNA, 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 tá no seu DNA. Tudo é mais bonito, tudo fica fácil quando a gente aceita, enfim, o que foi herdado. A conexão com cada semelhante, até os que moram muito mais distantes. Valorize cada cromossomo que é dor, até seu defeito de caráter extravagante. Personalidade é sua, não é de ninguém. Quando você nasceu, o universo disse: a vida dura pouco, só depende de você. Isso é lógico, o seu talento é genético, vale pra entender, é biológico. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar, está escrito, tá no seu DNA, 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 tá no seu DNA. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. De noite e de dia você sempre se pergunta, quero uma resposta correta bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade, de onde vem a tal da sua singularidade. Agradeço o prêmio, o presente que ganhou, o sangue misturado tá correndo em sua veia, você constituído numa célula de amor, riqueza exuberante que vem do interior. O que vem da raiz é seu, ninguém vai tomar, está escrito, tá no seu DNA, 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 tá no seu DNA. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon invité du jour, Karine Weiss, avec qui on parle de nos comportements face aux risques. Et là, on va parler un peu plus du comportement face au changement climatique. Je te propose de te faire intervenir sur 2 extraits. On va parler un peu du jeu des images, un peu de comment, on va parler un peu surtout de comment on agit face aux informations
qu'on nous impose un peu dans les médias. Donc, je vais te faire intervenir sur un premier extrait d'un entretien de Philippe Descola, anthropologue français, du 7 septembre 2021 sur l'émission C'est ce soir. Et on se retrouve juste après l'extrait en question. À de suite. La grande question, c'est pourquoi ce déni collectif? Alors, c'est parce que, en effet, il faut avoir expérimenté peut-être des inondations, des méga-feux, des extinctions, des destructions d'environnements qui vous sont chers, etc., pour se rendre compte que la situation n'est plus la même que celle qu'elle était il y a encore quelques années. Ça veut dire que les images, vous qui travaillez beaucoup sur les images dernièrement, elles n'ont pas la puissance d'agir, de nous faire agir? Elles ont la puissance. Elles sont dramatiques. Hein. Elles sont dramatiques, mais tant qu'on n'a pas expérimenté dans sa chair, elles restent comme au milieu d'un flot d'images très diverses. Au fond, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre auquel vous faisiez allusion, c'est qu'on est bombardé par les images et nous ne savons pas vraiment les interpréter et nous ne mesurons pas complètement la puissance d'agir, leur façon de nous émouvoir, de réagir à ce qu'elles nous montrent. Voilà, donc je vais te poser une première question par rapport à cet extrait. Est-ce qu'on cherche à avoir vraiment une action avec la communication médiatique actuelle? Sur le changement climatique? Une action surtout à encourager les gens à avoir à s'investir, à s'engager avec notre communication actuelle. Non, je pense pas. Les médias aujourd'hui, ils cherchent surtout à faire du sensationnalisme, à faire de l'audience et finalement très peu à informer. Alors, évidemment, là, je généralise et certains médias informent quand même un peu, mais dans la plupart des médias, ce que l'on entend ou ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas forcément très informatif. Il y a qu'à voir la place qui a été faite au rapport du GIEC cet été. On en a parlé 2 jours, quoi. Alors que il y aurait énormément de choses à dire et justement de l'information à faire sur comment faire pour éviter la catastrophe annoncée par ce rapport. Mais est-ce que le problème, il vient vraiment de l'information que, par exemple, là, tu disais donc le rapport du GIEC, c'est qu'en même temps, il y avait eu, je crois, la signature de Lionel Messi au PSG qui avait complètement inondé les médias. C'était quand même consternant de voir à quel point, par exemple, il y avait eu un comparatif par rapport à d'autres pays où on voyait que c'était pas du tout, quand même, le rapport du GIEC avait été pris quand même un peu plus en considération. Est-ce que le problème, il vient des images que l'on diffuse ou bien de notre interprétation individuelle? Il y a sûrement un peu des deux. Ouais. Parce que effectivement, on va pas mettre toute la faute sur les médias. Voilà, oui. Il y a sûrement un peu des deux, mais c'est vrai que la façon dont les images sont utilisées par les médias, je parlais de sensationnalisme tout à l'heure, c'est aussi le fait de beaucoup jouer sur les émotions et finalement de très peu faire appel à la rationalité, à notre compréhension. Comme quand tout à l'heure je parlais de l'information sur quoi faire en cas d'inondation par exemple, etc. Elle existe cette information, mais elle est un peu noyée dans des images médiatiques, par exemple de catastrophes, où on fait plus appel aux émotions, à notre côté de réaction immédiate, c'est dire ah oui ça peut arriver, mais finalement ça nous concerne pas non plus. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est dit assez clairement le fait que tant qu'on l'a pas vécu, alors il dit vécu dans notre chair, on peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit. En un sens, c'est un peu vrai, mais c'est pas non plus suffisant parce que on peut se dire aussi que si je l'ai vécu une fois, il y a peu de probabilité pour que je le vive une deuxième fois. Et donc voilà, on n'est pas forcément mieux armé. On est peut-être mieux armé sur le fait de comprendre des phénomènes. Si j'ai vécu une crue rapide ou une crue éclair, je saurais qu'effectivement en quelques minutes le cours d'eau peut monter, submerger les routes, et donc j'arrêterai de prendre ma voiture quand il y a des inondations. Mais en revanche, sur d'autres types de comportements, ça va pas forcément avoir un impact. Le truc, c'est que souvent on dit voir pour le croire, et c'est que pour le changement climatique, le changement climatique a des conséquences, et nous, entre guillemets, c'est tout nouveau, où on commence à avoir une accélération des conséquences du changement climatique, et c'est vrai que c'est peut-être là ce qu'il veut dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être que c'est nécessaire qu'on s'active au quotidien contre ce changement climatique. Si on a vécu quelque chose, c'est beaucoup plus simple de s'investir, quoi.
Je sais pas. Alors, le problème, c'est de mettre en parallèle, en fait, je crois que c'est le problème depuis le début sur cette question de changement climatique, c'est de mettre en parallèle nos comportements, parce que l'individu va agir localement sur des comportements qui sont assez ponctuels finalement. Donc, comment on met en lien nos comportements et ce changement climatique qui est à une échelle globale et qu'on nous annonce depuis des dizaines d'années maintenant. En 2000, on nous disait que déjà dans 10 ans, ce sera trop tard. On est en 2021 et aujourd'hui, on nous dit qu'il nous reste encore 10 ans pour agir. Donc en fait, ça éloigne toujours la perspective temporelle avec laquelle il faut agir. Et finalement, ça nous met pas forcément dans l'urgence non plus, ce genre de discours, en disant il faut agir. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Agir pour faire face au changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que ça veut dire que je dois trier mes déchets, que je dois prendre mon vélo pour aller travailler, que je dois arrêter d'acheter des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde ? En fait, qu'est-ce que je dois faire concrètement ? Ça, c'est jamais dit clairement. Ou alors, quand c'est dit, on va pas faire le lien entre ce comportement que je peux avoir et son impact que ce comportement-là peut avoir sur le changement climatique. Et la difficulté, je crois qu'elle est là aussi, d'arriver à faire ce lien. Et on n'est peut-être pas capable de le faire tout seul. Peut-être qu'il y a une pédagogie pour accompagner ça qui est nécessaire. C'est vrai que, par exemple, j'ai vu que France Info commençait à presque s'inspirer un peu de médias positifs, c'est-à-dire qu'ils commençaient à mettre des informations positives avec, ils vont montrer un agriculteur qui a complètement fait une transition dans sa manière de produire de la nourriture. Ils vont montrer des personnes qui vont faire, par exemple, des innovations pour le recyclage de certains déchets, etc. Et c'est vrai que on essaie, en tout cas, avec ce type d'information-là, je pense que c'est bien. En tout cas, pour encourager les gens, c'est mieux de montrer ça que de montrer, par exemple, je pense, en tout cas me concernant, c'est mieux de me montrer quelqu'un qui va aller ramasser, par exemple, le groupe de 500 personnes qui sont allés ramasser les déchets à Marseille après les inondations. C'est mieux de me montrer ça que de me montrer les déchets qui restaient après les inondations. Complètement. Et effectivement, pour revenir sur la question du fait de jouer beaucoup sur les émotions dans les médias, en psychologie sociale, on a montré depuis longtemps, notamment dans les années 70, 60 même, il y avait pas mal d'études sur le tabagisme, parce que c'est quand même un comportement un peu aberrant, quoi, fumer. On se met en danger, on sait que c'est pas bien, ça sent mauvais, bon bref, il y a que des choses négatives sur ce comportement-là finalement. Et pourtant, donc les psychologues sociaux se sont demandé comment faire, sur quoi on peut agir comme levier pour faciliter le changement de comportement, et le tabagisme en était un exemple intéressant. Et donc ils ont pu montrer que l'appel à la peur, le fait de dire attention, regardez l'état de vos poumons, fumez-tu, ce qu'il y a écrit sur les paquets de cigarettes, fumez-tu, ok, moi je fumais mon paquet de cigarettes, toujours vivante, donc non, fumer m'a pas tué. C'est aussi ça qu'on peut se dire. Mais c'est un peu la même chose pour le changement climatique. Et en fait, ça marche pas du tout, parce que ça va au contraire nous éloigner des conséquences. Le fait de montrer des conséquences trop graves, ça va nous mettre à distance de ces conséquences-là. Et surtout, le fait de nous faire peur va nous empêcher d'agir. Sauf si c'est accompagné, comme tu viens de le dire, de possibilités d'action. De dire, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et là, ça, c'est une communication qui devient intéressante, parce qu'on ne joue plus seulement sur les émotions, mais aussi sur l'action. Et donc, on peut associer les deux. Je vais te faire commenter maintenant un autre extrait, donc celui d'un entretien de Cyril Dion, donc militant écologiste assez reconnu du coup pour ses ouvrages et ses films, sur France Inter, sur le déni un peu de réalité, du coup dans une vidéo du Média Brut du 10 décembre 2018. On se retrouve juste après. Quand on vous parle de quelque chose qui est un danger intangible comme le changement climatique et qui potentiellement va vous mettre en danger dans 20 ans, dans 30 ans ou même peut-être vos propres enfants, la réponse du cerveau est très souvent de s'enfuir, d'essayer de ne pas se confronter à ce danger pour lequel on n'a pas de réponse immédiate. Voilà, donc Cyril Dion, il évoque un peu ce déni, un peu ce syndrome un peu de l'autruche, où on va mettre un peu notre tête dans le sable dès que on nous montre quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi on s'engage pas, tout simplement ? Alors justement, c'est vraiment bien que tu aies mis cet extrait, parce que justement, je pensais aux travaux de Cyril Dion avec son film Demain, qui est vraiment pour moi
le film que tout le monde devrait avoir vu parce que on est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur des solutions. On comprend aussi le lien entre tous les domaines environnementaux, économiques, culturels, etc. Et moi, j'ai vraiment trouvé que c'était génial. Ce film, il est hyper optimiste alors qu'il part d'un constat négatif. Mais voilà, il vient pas nous enfoncer avec des constats face auxquels on ne peut rien faire. Et donc, c'est un peu ce qu'il dit là dans cet extrait, qu'effectivement, si on est trop négatif, eh bien, effectivement, on pourra pas agir parce que moi, si on me dit le monde va s'effondrer, peut-être que j'ai juste une envie, c'est profiter du monde aujourd'hui parce que de toute façon, il va s'effondrer. Et donc, si j'ai pas de possibilité d'action, il n'y a pas de raison que je me prive de ce que le monde peut m'offrir aujourd'hui, finalement. Donc, on est vraiment dans une... C'est très complexe, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Et tu parlais du syndrome de l'autruche, donc il fait aussi référence à ce syndrome au livre de George Marshall, qui explique justement les biais cognitifs qui sont associés à ce syndrome de l'autruche, et notamment le fait, ce dont je parlais tout à l'heure, la relation émotion-rationalité, et le fait qu'on considère souvent dans les communications l'homme comme soit émotionnel, soit rationnel, mais on est un peu les deux, donc peut-être qu'il faut aussi intégrer ces deux aspects pour arriver à avancer dans ce domaine. Voilà, on va rebondir maintenant sur nos comportements. Ça tombe bien sur les biais cognitifs, sur le côté où on voit, en tout cas on identifie. Moi, j'ai pu identifier un peu 3 groupes d'individus selon leur comportement face au changement climatique. Je vais essayer d'aborder un à un et tu vas un peu les commenter un à un. Je te propose de faire ça en tout cas. Et par exemple, il y a ceux qui évitent du coup la réalité, et il y a ceux qui s'y opposent. Là, je parle du coup des climato-sceptiques. Ils s'opposent carrément à quelque chose du coup de scientifique. Ils vont nous dire que le rapport du GIEC c'est faux, etc., etc. Comment ça se construit cette mentalité-là, on va dire? Alors, comment ça se construit, ça, j'ai pas la réponse. Ouais. En revanche, en fait, on peut se dire que le climato-scepticisme, c'est une forme de défense par rapport à cette réalité. Le fait justement de se dire, dans la mesure où le changement climatique, il n'est pas vraiment palpable, on en a quelques indicateurs aujourd'hui. Il le devient de plus en plus palpable, mais malgré tout, sur les fameux plus 2, plus 6 degrés, ça, on peut pas le mesurer. Et donc, à partir de là, on peut se dire qu'on nous raconte des histoires, effectivement, parce que ça va nous protéger. Ça va protéger nos modes de vie et ça va nous permettre de continuer à faire comme si de rien n'était, parce que je n'ai pas forcément d'autres façons d'agir. Et c'est vrai que sur le climato-scepticisme, c'est assez intéressant de voir, je disais tout à l'heure que l'être humain était fascinant. Alors, ce qui est encore plus fascinant, c'est les commentaires dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose à voir. Et je suis tombée sur un groupe Facebook qui s'appelle Contre le totalitarisme vert. Et où là, c'est vraiment notamment des climato-sceptiques qui commentent l'actualité. Et c'est assez fabuleux et affligeant en même temps. Mais effectivement, tout ce qui nous est dit peut être remis en question finalement, parce que il faudrait aller chercher la source d'information, aller faire des mesures soi-même dans ce cas-là. C'est un peu comme ce qu'on vient de vivre avec la crise du Covid, où certains disent non, c'est un complot, ça a été monté de toutes pièces pour mieux nous contrôler. Et finalement, pour moi, le climato-scepticisme, c'est un peu une théorie du complot. On est un peu dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, avec une étudiante l'année dernière, on a travaillé là-dessus pour voir si les climato-sceptiques avaient les mêmes profils que les personnes qui adhéraient aux théories du complot. Et effectivement, il y a des points communs entre ces deux types de personnalités. Et surtout, c'est comme tu me disais tout à l'heure en off, tu me disais que on en parlait un peu tous les deux. Tu me disais qu'ils avaient une place énorme dans le traitement médiatique et que c'était complètement disproportionné par rapport à la réalité statistique. Complètement. C'est vrai que le climato-scepticisme, il n'est pas si présent dans notre société aujourd'hui. Donc, les médias, là aussi, leur donnent une place importante, alors que finalement, il y a un gros consensus pour considérer que le changement climatique existe et qu'il faut faire quelque chose.
Ouais, ça serait quand même mieux je pense, de faire diffuser des informations sur des gens qui s'investissent constamment que de parler de ceux qui, au contraire, s'y opposent pour des raisons qui ne sont pas valables scientifiquement. Maintenant, je vais te parler d'un autre groupe que j'ai un peu identifié, c'est ceux qui acceptent totalement le changement climatique et qui en fait en sont même dans une anticipation de l'effondrement. On les appelle du coup les collapsologues. Il y a Pablo Servigne, des personnes qui sont quand même assez reconnues par rapport à cette théorie-là. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce type de comportement-là? Alors là, pour le coup, on est vraiment sur des personnes qui sont renseignées sur effectivement l'évolution, notamment du climat, de la biodiversité, etc. Et qui sont très pessimistes parce qu'ils voient bien que on n'agit pas, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et finalement, ce pessimisme, c'est peut-être une forme de réalisme. Donc, le problème des collapsologues, c'est qu'à travers ce discours d'effondrement, on va justement créer ce dont je parlais tout à l'heure, des émotions négatives qu'on n'accompagne pas de possibilités d'action. Et donc, même si, à mon avis, le discours il est très construit, il se base vraiment sur des données, sur des connaissances, il n'est pas forcément le meilleur discours à avoir parce que il va bloquer. Il va bloquer toute possibilité, toute capacité d'action. Ouais, c'est vrai que le problème, c'est que si on dit que c'est un fait, le changement climatique va avoir ses conséquences et on ne pourra rien faire pour les éviter, je pense que si on veut créer une émulation positive des citoyens, je pense pas que malheureusement ça soit la meilleure solution. Alors peut-être qu'ils essayent par ce discours-là de faire un électrochoc et de créer une prise de conscience et je pense qu'on peut, c'est louable ce genre de discours, mais je suis pas certaine que ce soit efficace. Et je vais te parler maintenant d'un dernier groupe que je me suis amusé un peu à identifier. C'est clairement ceux qui ont peur. On parle de plus en plus de ce trouble-là, l'éco-anxiété. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on traite de plus en plus. Je crois que même il y a eu récemment, là, j'ai pas les statistiques devant moi, mais je crois qu'il y avait un rapport anglais qui est sorti il y a pas longtemps qui montrait que il y avait un pourcentage assez énorme de jeunes étudiants d'université anglaise qui avaient ces troubles-là, qui avaient peur de l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'éco-anxiété. Un nouveau mot aussi qui est associé à ça, c'est la solastalgie. Donc des troubles qui sont associés à la peur de l'avenir et de l'effondrement justement, notamment climatique, de la perte de ce que l'on a. Et alors c'est très nouveau parce qu'effectivement on est en train de travailler là-dessus avec des étudiants et les premiers écrits que l'on trouve ils datent de 2016, c'est pas très documenté et c'est à partir de 2021 là qu'on commence vraiment à avoir pas mal d'écrits autour de cette question-là. Elle est traitée par la psychologie clinique. Il y a un groupe en psychologie clinique qui s'intéresse à ça actuellement. Alors, en psychologie sociale, pour l'instant, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances autour de cette population spécifique. Il y a aussi une question que je me pose, c'est comment c'est mesuré, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'échelle de mesure fiable sur l'éco-anxiété. Et du coup, on va mesurer de l'anxiété, mais tu as parlé de face à l'avenir. Et l'avenir, effectivement, on peut se dire qu'il est sombre pour plein de raisons. Notamment suite à la crise qu'on vient de vivre, on peut aussi se dire que ça fait partie de l'effondrement des sociétés et ça peut créer aussi une forme d'anxiété. Donc on risque d'avoir de plus en plus de formes d'anxiété associées aux pensées sur l'avenir, aux pensées négatives relatives à l'avenir. Mais pour l'instant, on connaît peu encore ce domaine-là. C'est vrai que l'étude en question, je crois que comme tu as dit, il posait des questions déjà bien orientées, ou il posait des questions par rapport à des étudiants. Oui. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que l'avenir par rapport au changement climatique, vous le voyez bien? C'est vrai que si on pose cette question à des gens dans la rue, je pense que les réponses seront rarement positives et définiront pas forcément de l'éco-anxiété chez tous les individus qui seront interrogés. Mais je pense qu'elle existe quand même. Oui, bien sûr. Je dis pas que ça n'existe pas, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très bien renseigné. Et que on a tendance peut-être à mettre beaucoup de choses sous ce terme-là, à pas l'avoir très bien défini. Mais ceci dit, ça, dans l'idée, on peut concevoir qu'effectivement,
il y a de l'anxiété, notamment chez les jeunes, face à l'avenir, pour plein de raisons, dont celle écologique, et qui est une vraie raison d'avoir peur de ce que l'avenir nous promet. Je pense que c'est une alerte qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que de toute façon, dans tous les cas, on voit de plus en plus de choses alarmantes ou alarmistes. En fait, je me mets à la place d'un jeune de 18 ans, on lui donne quand même des indications sur l'avenir qui ne sont pas du tout positives. Donc forcément, ça impacte clairement son moral. Et pour moi, c'est une évidence. Du coup, je pense que c'est bien qu'on communique beaucoup dessus, parce que ça va permettre peut-être de remettre en question aussi notre façon peut-être de montrer les images, comme on disait tout à l'heure, de traiter l'information et de peut-être d'essayer d'apporter un peu plus de positif. En parlant de ça, je vais te poser une dernière question avant d'aller sur les questions un peu plus personnelles. On va essayer d'apporter un peu d'espoir. Comment on pourrait changer les comportements qu'on a? Du coup, là, on parlait de ces types de comportements. Comment on va les faire évoluer? Toi, c'est quoi ton avis dessus? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que ça va se jouer au niveau politique? Est-ce que ça va se jouer peut-être au niveau vraiment des citoyens, vraiment individuellement? Est-ce que ça part, par exemple, des médias, ou c'est tout à la fois? Je pense que c'est tout à la fois. Justement, j'étais en train de me dire, mais en fait, ça peut pas être l'un sans l'autre. Parce qu'au niveau individuel, donc nous, c'est ce qui nous intéresse en psychologie, on a quand même aussi une forme de ce qu'on appelle une dilution de la responsabilité, qui est de se dire, moi, si j'agis seul, il y a rien qui va se passer. Ça suffit pas. Donc déjà, il faut que je sache que les autres personnes vont agir. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les dilemmes sociaux. C'est-à-dire, si je suis toute seule à prendre le bus, en fait, je vais plus polluer que si je prends ma voiture. Donc, il faut qu'il y ait quand même une action collective, parce que moi, ça va me coûter de prendre le bus. Je vais mettre plus de temps, je vais être moins confortablement assise, etc. Mais donc, ce coût-là, il faut qu'il ait un bénéfice. Et le bénéfice, il faut donc qu'on soit une collectivité à agir pour que ce bénéfice soit réel. Donc ça, c'est la question du dilemme social. Donc ça signifie qu'effectivement, on peut agir, mais il faut qu'on agisse tous et qu'on soit certain qu'on agisse tous. Alors comment agir? Comment être certain que tout le monde agit? En fait, là, je vais pas être très optimiste, mais pour être certaine que tout le monde agit, une des meilleures façons, c'est la punition, en fait. C'est de mettre des taxes, c'est de donner aussi des avantages à ceux qui agissent dans le bon sens. Et finalement, ça va permettre d'agir. Et finalement, ça peut paraître un peu réac de parler comme ça, mais on se rend compte que ces formes d'action, de réglementation, quand elles sont acceptées par les gens, quand elles sont même demandées par les populations, eh bien ça fonctionne. Il ne faut pas les imposer contre les populations, mais quand elles font partie des choses qui paraissent logiques, elles vont fonctionner. Ce qui signifie qu'au niveau politique, donc on arrive au deuxième niveau, il faut avoir aussi le courage d'agir, mais il faut aussi, j'allais dire entre guillemets, montrer l'exemple. Quand on voit un des événements qui a été marquant quand même politiquement sur les questions d'écologie, c'était la démission de Nicolas Hulot, qui ce jour-là, moi, est devenu quelqu'un que je me suis dit tiens, quand même, quand même, il est plus intéressant qu'il ne paraît. Mais il a quand même bien mis l'accent sur le fait que politiquement, on pouvait pas agir parce qu'il y a des lobbies qui sont là et que on est d'abord mu par les aspects économiques. Et à cause de ces aspects économiques, on ne tient pas compte des aspects écologiques. Alors que finalement, il faudrait peut-être politiquement trouver une solution qui permette d'associer les aspects économiques et les aspects écologiques. Et je pense que ça, c'est faisable. Après, je ne suis pas économiste, donc c'est peut-être facile à dire. Mais quand on entend certains économistes, comme Thomas Piketty, par exemple, moi, j'ai un espoir quand même sur le fait que l'économie puisse être autre chose qu'une économie que libérale, telle qu'on la vit aujourd'hui. C'est qu'il il avait conseillé à Hamon, je crois, sur les dernières présidentielles. C'est vrai que... Après, malheureusement. Bon, ça a eu le résultat qu'on connaît, mais c'est vrai que les médias, donc les médias, ils sont aussi peut-être pour quelque chose. On en arrive au niveau médiatique. Donc oui, tout est lié, mais effectivement, je crois que le niveau politique, il est quand même très important, parce qu'il va guider
la réglementation, il va guider les actions au niveau des groupes industriels, par exemple. Il va guider les actions au niveau des collectivités territoriales. Et ça, c'est quand même très important. C'est vrai que sur une des dernières émissions, on parlait d'Hidalgo à Paris, qui a mis, par exemple, certains leviers par rapport à la mobilité, avec les 30 km/h, tout ça. Et où elle, par exemple, elle se retrouvait où, en fait, il fallait à la fois faire une action quand même, entre guillemets, punitive, mais il faut que ça soit accompagné. On voit quand même que l'acceptation, elle n'est pas là. Et il faut vraiment que ça soit accompagné de sensibilisation, d'éducation, de choses. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi. Dans tous les cas, il faut une certaine forme de punition pour ce qui concerne l'environnement, sinon on n'avancera pas. Si on n'est pas réglementé, on fixera pas de limite. Mais il faut que ça soit accompagné à tout prix d'une certaine forme d'éducation, parce que sinon on comprendra pas pourquoi on nous empêche de faire ça. Et puis même, il y a aussi les leviers économiques qui sont en termes d'emploi, etc. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser le terme de punition, ça peut faire peur. Et se dire on est dans une démocratie, on essaye de faire en sorte que ça puisse fonctionner, mais c'est vraiment cette idée que ce soit choisi et accepté aussi, parce que ça fait partie des choses que l'on est capable de faire. Mais on parle aussi, alors tout à l'heure tu parlais d'éco-anxiété, mais on parle aussi d'éco-fatigue. Le fait que certaines personnes soient un peu fatiguées quand on leur demande d'agir pour l'environnement, qu'on les sollicite dans leur quotidien, alors qu'on a quand même l'impression qu'au niveau des industries, au niveau des gouvernements en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et donc, soit il se passe quelque chose et il faut communiquer là-dessus, soit effectivement il se passe rien et là c'est pas normal. Le problème, c'est qu'on peut pas demander. C'est compliqué de demander, d'exiger des choses à des citoyens si le pays ou les plus grandes entreprises du pays ne font absolument pas. Si on fait une déforestation à X 1000 kilomètres de notre pays, c'est compliqué de nous dire par contre ici il va falloir faire ça. C'est ça. Donc c'est sûr qu'en termes de légitimité et de cohérence, il va falloir qu'on soit un peu meilleur. On va faire une petite pause musique et ensuite on va clôturer ensemble avec les questions plus personnelles, habituelles. Voilà. À de suite. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon invité Karine Weiss. Là, on va maintenant aller sur les questions habituelles de fin d'émission. Est-ce que tu as des habitudes un peu écolo dans ton quotidien et pourquoi ?
Oui, j'en ai quelques-unes. J'utilise le plus possible mon vélo au quotidien pour aller travailler. Et donc, j'évite la voiture. Mais c'est pas que écolo. Hein. Oui. On va pas être hypocrite. C'est aussi parce que c'est moins énervant de se déplacer à vélo qu'en voiture. Et je gagne plus de temps aussi. J'achète beaucoup d'occasions depuis quelques temps, notamment sur un site bien connu de revente de vêtements, plutôt que d'acheter neuf. Mais j'essaye aussi d'acheter moins, de consommer moins parce que, alors du coup je vais déborder, mais un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est les deux normes qui s'affrontent dans notre monde aujourd'hui, la norme de consommation et la norme écologique. Et je crois que la norme de consommation, malheureusement, elle est trop présente et trop importante. Et elle prend beaucoup de place et j'essaye de faire en sorte qu'elle prenne moins de place chez moi. Ouais, mais c'est vrai que là, souvent c'est ce qu'on dit les derniers invités. Hein. C'est-à-dire que c'est sur la consommation qu'on peut, en tout cas individuellement, c'est là où on peut agir le plus facilement. En tout cas, c'est là où c'est le plus accessible. Oui, parce que s'il y a plus de demande, il y aura plus d'offres, donc c'est là qu'on peut agir. Et je crois que l'offre elle est pas prête de partir, du coup, autant attaquer au niveau de la demande, c'est clair. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller? Alors ça peut être sur l'environnement, mais aussi autre chose. Hein, donc ça, tu as la liberté. Donc en tout cas une œuvre, voilà, tu as conseillé. Et pourquoi? Alors sur l'environnement, j'aurais dit Demain, justement, on en parlait tout à l'heure de Cyril Dion, parce que c'est vraiment, je pense, le film à voir et le truc qui est vraiment parlant et qui correspond bien au discours que je trouve intéressant. Après, hors environnement, le livre qui m'a le plus fait rire ces derniers temps, c'est Le discours de Fabrice Caro. C'est un roman. Ouais, hein. ouais. Voilà, donc c'est hors travail. Mais c'est marrant que tu parlais de l'œuvre de Cyril Dion parce que sur deux émissions d'avant, Demain ça a été aussi. En fait, c'est vraiment, je pense que faut vraiment que je sois sponsorisé par Cyril Dion pour cette émission. Si tu m'écoutes, en tout cas. Cyril, si tu nous écoutes. Ouais, franchement, c'est incroyable. Non, il y aurait d'autres choses. Tout à l'heure, quand on parlait des collapsologues, il y a une mini-série. Je déteste les séries. J'en regarde jamais, sauf ça j'ai bien aimé parce que c'est une mini-série qui s'appelle L'effondrement, justement. Je crois que c'est 8 épisodes de 20 minutes et là, c'est pareil, c'est assez marquant. C'est pas du tout optimiste, mais pour le coup, on voit justement d'un point de vue psychosocial beaucoup de comportements qui sont mis en œuvre dans chacun de ces micro-épisodes et je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien fait aussi. Ok, on jettera un coup d'œil. Et est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire? Qui m'inspire dans le travail ou dans ma vie? Non, une personne. Dans le travail ou dans ta vie. Ouais, alors bon, en fait, je les ai cités un peu déjà, ceux qui m'inspirent. Thomas Piketty. Ouais. C'est vraiment quelqu'un dont j'aime dire que je suis amoureuse, donc ce n'est qu'intellectuel. Hein. Parce que effectivement, je trouve que quand il parle, j'ai l'impression d'être intelligente et de comprendre ce qu'il raconte en économie. Et surtout, je trouve que son discours, il est assez intéressant. Il change un peu d'un discours dominant en économie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de Fabrice Caro et alors lui m'inspire vraiment pour son humour. Donc il est plus connu pour ses BD sous le pseudonyme de Fab Caro et dont sa BD la plus connue Zai 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 qui montre un peu avec un humour noir l'absurdité du monde dans lequel on vit et ça je trouve ça vraiment hyper parlant quoi. Ok, merci beaucoup. On a parlé pas mal dans cette émission, on a parlé beaucoup des médias. Toi, tu t'informes sur quels médias en général? Alors, je ne regarde plus du tout la télé depuis longtemps. Depuis, en gros, l'élection de Sarkozy. Parce que là, ça a été insupportable pour moi de voir à quel point les médias étaient associés au pouvoir. On le savait déjà, mais c'est vrai que j'ai arrêté à ce moment-là de regarder la télé. Ça s'est fait naturellement. Je m'informe plus par la radio. Donc, France Inter, ça reste le média que j'aime bien. Et après, je lis un peu aussi, mais je lis déjà beaucoup pour mon travail, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps de lire les journaux. Ok. Je vais te poser une dernière question avant de conclure. Là, c'est la question donc classique que j'aime bien poser. Si tu avais en face de toi donc le futur ou la future présidente sur un sujet environnemental sur lequel tu souhaiterais qu'il s'implique ou qu'elle s'implique en priorité.
Je dirais, ce ne sera pas forcément sur un sujet en particulier, mais plus sur ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de gouverner en étant moins proche des lobbies et en essayant d'être moins favorable aux industries polluantes. Ok. Bon, j'espère qu'elle écoutera ou qu'il écoutera ce conseil. Merci beaucoup, Karine, pour cet entretien passionnant. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Je vais conclure rapidement avec quelques mots. La dimension psychologique, dont on a parlé, on a évoqué ensemble, est omniprésente dans notre manière de faire face aux enjeux actuels. Grâce à toi, on a pu mieux comprendre notre inertie et les leviers possibles à actionner pour faire mieux. Notre vulnérabilité, elle est croissante. On parle beaucoup de l'aggravation des catastrophes naturelles qui ont différentes sources. On les connaît, dégradation de nos sols, urbanisation sans limite, épuisement et dégradation de nos ressources, changement climatique et ses conséquences, mais aussi à cause du fait qu'on n'arrive pas à acquérir une certaine culture du risque dont on a parlé dans cette émission, comme de nombreux pays. Mais voilà, comment faire ? On a évoqué quelques pistes, peut-être une nouvelle façon d'éduquer face au risque, une nouvelle forme de médiatisation, ou tout simplement, peut-être de la sensibilisation, de la prévention, peut-être de la punition. On a différentes possibilités, mais on doit les actionner individuellement, collectivement et politiquement. Avant de vous quitter, je vous invite quand même à aller jeter un petit coup d'œil, un article que j'ai pu lire il y a quelques jours, du 16 juillet 2020, du média écologiste Bon Pote, sur les 12 mauvaises excuses de notre inaction face au changement climatique. Ça montre plutôt bien toutes les barrières que l'on peut s'imposer, justifiées ou pas soient-elles. En tout cas, il est nécessaire un peu de les lever pour avancer. Du coup, il est vraiment pas mal cet article. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super bon moment à nous écouter. C'était un plaisir encore une fois. On se donne rendez-vous sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces, avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Pour revoir l'émission, rendez-vous du coup sur Radio Alliance Plus, le site. Il y a aussi la page Spotify et Deezer du podcast. On n'hésite pas aussi à aller voir la page Instagram et Facebook pour suivre notre actualité. Encore un grand merci Karine d'être venue. Franchement, c'était super. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On n'est pas sortis des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.